Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire autour de mon espace santé et les infirmiers libéraux. Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma pratique? Nous avons une session dédiée justement pour aujourd'hui, accompagnée de Xavier et de Sandrine qui interviennent avec moi pour cette séance. Euh, je vous rappelle juste quelques petites règles. Vous avez le fil de discussion pour poser vos questions tout le long de l'échange. C'est normal que vos micros et caméras sont coupés. Ce sont les règles et le paramétrage définis. Dans un premier temps, voici le sommaire. Petit rappel sur mon espace santé, le nouveau carnet de santé numérique et sécurisé de vos patients. Un deuxième temps où en fait on va s'intéresser aux usages qui vont être intégrés dans vos pratiques de demain au travers des logiciels. Un troisième temps qui lui sera plutôt un focus sur l'ordonnance numérique. Et pour finir sur les outils d'accompagnement qui sont mis à disposition des professionnels mais aussi pour les usagers. Donc maintenant qu'on a vu un peu l'ordre du jour, je vous propose de passer la main à Xavier qui va justement nous présenter un peu les enjeux de mon espace santé. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Merci pour votre présence. Les enjeux, en fait, mon espace santé, c'est le carnet de santé des Français, carnet de santé électronique, anciennement connu sous le nom de dossier médical partagé. On va y revenir dans un instant. Donc, en fait, c'est un service public universel, simple et gratuit qui permet, en fait, à toute la population d'avoir accès à ces données de santé. Sous réserve de la non-opposition du patient. On va y revenir. Donc ça, c'est la partie service public qui a été mise en place en février de l'année dernière, en 2022. Ensuite, on a des financements spécifiques qui s'appellent, en fait, enfin, c'est le programme Ségur qui permet de pouvoir financer la mise à jour des logiciels des professionnels de santé et des établissements de soins de façon à rendre compatibles les échanges d'informations entre mon espace santé et vos logiciels professionnels. Alors, on va y revenir dans un instant concernant plus particulièrement les infirmiers. Ensuite, on a un certain nombre de dispositifs qui permettent d'accompagner les financements à l'usage. Et puis des obligations réglementaires, un cadre réglementaire qui oblige les professionnels de santé à partager des données de santé avec leurs patients et donc à remettre un certain nombre de documents en version électronique aux patients à travers notamment à travers mon espace santé, ce qui est une des possibilités. L'idée en fait de tout ça, c'est de pouvoir assurer la transformation de vos logiciels professionnels pour assurer une circulation fluide et sécurisée des données de santé autour de mon espace santé. Donc on a cette problématique d'échange et d'interfaçage de vos logiciels professionnels avec mon espace santé de façon à pouvoir alimenter mon espace santé avec des ordonnances, des comptes rendus de biologie, des lettres de sortie, des documents de dispensation médicale, des historiques de vaccination par exemple. En retour, donc ça, c'est ce qui s'est passé. L'alimentation de mon espace santé, c'est ce qui s'est passé dans ce que vous avez peut-être entendu parler du Ségur vague 1. Et donc, on est en train de travailler sur la deuxième partie du Ségur, qui est l'ouverture à la consultation depuis les logiciels professionnels, en particulier pour les médecins, pharmaciens, établissements de santé, biologistes et radiologues sur les documentations, les documents de mon espace santé. Et concernant ce qu'on appelle les nouvelles professions, c'est-à-dire les infirmiers, les kinés, les sages-femmes, les dentistes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes, on lance en fait, on inclut ces nouvelles professions dans cette vague 2 et vous aurez en fait simultanément les documents en écriture et en lecture depuis vos logiciels professionnels. Pour les professions que je viens de citer, on aura l'ensemble des dispositions qui seront mises en place. Donc ça, c'est l'échange autour du patient et puis la question des messageries sécurisées de santé qui permet aussi de discuter directement d'un professionnel à l'autre, d'un cas particulier, d'une prise en charge complexe, par exemple. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire rapidement sur les quelques cas d'usage qui se présentent. Donc vous avez vraiment deux grandes catégories, c'est-à-dire les usages autour du patient avec de l'échange de données sans forcément avoir une discussion de point à point et des discussions plus précises qui se constituent par exemple la concertation entre un ou deux professionnels directement via messagerie sécurisée de santé. Si tu veux avancer.
Donc, mon Et espace santé, pardon, vas-y, je t'en prie, si tu veux non, et compléter. du coup, j'allais passer la main justement Voilà. à Sandrine pour justement venir nous présenter les quatre fonctionnalités de mon espace santé. Oui, donc bonjour à tous. Donc la fonctionnalité, alors Xavier en a un peu parlé, la première fonctionnalité repose sur ce qu'on appelait historiquement le dossier médical partagé. Et donc on a gardé cette brique pour la partie stockage des documents de santé qui peut être alimenté à la fois par les professionnels et établissements de santé et par les usagers eux-mêmes. Donc côté professionnel de santé, il faut savoir qu'on parle toujours du DMP, les interfaces logiciels métiers parle de l'alimentation du DMP et une fois que et côté usager, on est sur l'interface Mon espace santé. Mais en fait, c'est la même chose puisque quand un professionnel alimente un document dans le DMP, le patient le verra sur son profil Mon espace santé. Dans nouveauté par rapport à ce qu'on pouvait avoir côté DMP, c'est aussi l'élaboration d'un profil médical qui est à la main de l'usager où il va pouvoir remplir ses antécédents médicaux, remplir ses mesures de santé, des éléments sur ses habitudes de vie, par exemple. Ce profil médical peut être généré sous forme de synthèse et mis dans la partie document pour être visible par les professionnels de santé. Donc, ce qui peut être un élément intéressant, notamment quand on commence à prendre en charge un patient. Je le note parce qu'on a beaucoup la question, est-ce que c'est pareil que le volet de synthèse médicale qui est fait par un médecin traitant? Non, c'est complémentaire. Ce sont les données qui sont complétées par le patient, doivent être regardées du coup avec une appréciation par par le professionnel de santé du fait que c'est un document élaboré par le patient, mais qui peut être quand même intéressant par rapport aux données que ça peut avoir. Et ça peut servir par exemple à un médecin traitant pour commencer l'initiation d'un volet de synthèse médicale. On a une autre brique qui est nouvelle par rapport au dossier médical partagé, c'est la messagerie de santé, donc qui s'appuie sur la MS Santé que vous connaissiez pour les échanges entre professionnels, mais qui permet maintenant un échange avec les patients eux-mêmes via Mon espace santé, donc ce qui permet de leur communiquer un certain nombre d'informations, de suivi dans le cadre de suivi d'un traitement, par exemple, mais de façon totalement sécurisée et confidentielle. Une brique catalogue de services, alors qui est aujourd'hui mis en place sur la partie référencement. On a à peu près 25 applications qui sont référencées par rapport à un certain nombre de critères de sécurité éthique. Donc, on va trouver des applications, par exemple, d'enregistrement de mesures de santé, des applications liées à la prévention, au bien-être. Donc, aujourd'hui, c'est un référencement juste pour dire que ces applications ont subi un certain nombre de grille de vérification. Prochainement, d'ici quelques mois, une ouverture avec un échange de données qui permettra, par exemple, d'enrichir le profil médical avec des mesures de santé enregistrées par ces applications, par exemple. Et en même temps, on ouvrira un agenda de santé qui pourra faire des rappels de rendez-vous, notamment, on pense par exemple à des rappels de vaccination ou autres qui seront en lien avec l'ouverture du catalogue de services. On peut passer à la slide suivante. Donc, on vous le disait, hein, l'intérêt et l'enjeu côté professionnel de santé comme les usagers, de bien montrer toute la sécurisation. On est sur des données extrêmement sensibles, bien évidemment, et donc on de toutes les garanties de sécurité, notamment avec un hébergement des données de Mon espace santé en France sur 2 sites qui répondent à toutes les normes de sécurité aujourd'hui en vigueur. On a en fait un accès aussi limité donc par les professionnels de santé habilités. Donc, on a une matrice d'habilitation, alors que vous connaissez sur le DMP, qui s'enrichit au fur et à mesure, mais qui définit bien les droits d'accès en fonction des catégories de professionnels de santé et aussi aux besoins d'en connaître. C'est-à-dire qu'on ne va voir le DMP d'un patient que si on a une finalité d'accès aux soins. Et bien évidemment, les autres acteurs, dont l'assurance maladie ou les assurances, n'ont pas accès aux données de Mon espace santé. C'est vraiment un coffre-fort, hein, comme on dit, sur les données de santé avec un accès
uniquement aux usagers, aux professionnels de santé habilités. On le verra un peu plus loin. On a aussi en fait une possibilité de paramétrage par les patients, c'est-à-dire que les patients vont pouvoir, au-delà de cette matrice d'habilitation, soit masquer des documents, parce que c'est un choix de donner accès à certains documents à des professionnels de santé de son cercle de soins, mais à le masquer pour d'autres, ou donc à bloquer des documents, voire à bloquer des professionnels de santé dans l'accès à ces données de santé. Donc, c'est vraiment un outil à la main des usagers. Sandrine, Donc, juste avant de Ouais. passer, on va peut-être désactiver et réactiver le partage d'écran, puisqu'apparemment certains rencontrent des difficultés. Donc, on va juste essayer de régler ce petit problème en espérant que ça sera pour de bon. Je suis désolée. Et désolée pour le bip. Oui, malheureusement, c'est un paramétrage qu'il faut qu'on ajuste pour la prochaine fois. C'est chaque fois qu'il y a un nouveau un participant qui s'ajoute, on a ce petit bip. Normalement, on vient de repartager. Est-ce que c'est bon de votre côté pour ceux qui avaient Oui, des c'est visible. difficultés? C'est bon? Ok, du coup, je te relaisse la main, Sandrine. Je t'en prie. Donc, on vous a partagé là quelques chiffres d'usage. Donc, comme le disait Xavier en introduction, on a créé, ça c'était une nouveauté par rapport au DMP, on a créé par défaut les profils Mon Espace Santé, sauf pour les patients qui se sont opposés ou au moment où on a envoyé les notifications en 2022. Donc, vous voyez, on a un nombre de créations de DMP qui représente à peu près plus de 92% de la population française, donc affiliée à un régime d'assurance maladie obligatoire. On va sans doute arriver d'ici les prochaines semaines à 95%, parce qu'il y a des usagers notamment pour lesquels on n'avait pas de coordonnées de contact pour leur notifier la création sauf opposition. Donc, on est en train de faire ce rattrapage. On a aujourd'hui, les chiffres ont encore augmenté, plus de 14% des personnes qui ont activé, donc qui ont une utilisation active du service, sachant qu'en tant que professionnel de santé, ou établissement de santé, l'alimentation peut se faire dès que le profil est créé. Il n'a pas besoin d'être activé. Après, pour avoir une interaction avec les patients, pour qu'ils puissent remplir leur profil médical que j'évoquais tout à l'heure, pour pouvoir échanger avec eux des messages, il faut effectivement que le patient ait activé Mon Espace Santé. On sait que la campagne de communication sur laquelle on reviendra à la fin, toute récente, début septembre, nous a permis d'augmenter substantiellement les activations. Et vous voyez aujourd'hui une progression des utilisateurs et des personnes qui se connectent chaque semaine. Et on a un peu plus du quart des personnes qui ont aujourd'hui rempli la rubrique du profil médical, avec notamment toutes les mesures de santé facilement remplissables, tape-poids, qui ont été remplies par les usagers. Et donc là, on voit que depuis quelques semaines, le fait d'avoir cette campagne et aussi d'avoir une campagne de communication d'affiches dans les lieux de soins fait que l'activation progresse. On a beaucoup d'appels au support Mon Espace Santé. Donc là, on est rentré dans une dynamique très positive d'appropriation du service par les usagers. Merci Sandrine pour ces quelques chiffres. Je propose justement à Xavier de nous montrer la dynamique qui est en cours au travers de quelques chiffres. Je lui justement sur l'alimentation, c'est la fin du DMP vide en fait. Voilà, exactement. Donc en fait, juste historiquement, pour information, on avait à peu près 10 millions de documents dans le DMP historique, hein. Sur toute l'histoire du DMP, il y avait à peu près 10 millions de documents sur les 20 années du projet. Aujourd'hui, on est à une vitesse de croisière d'à peu près 15 millions de documents par mois, ce qui fait en cumulé 175 millions de documents. On envisage d'ici la fin de l'année, donc dans les 2 mois qui restent, d'atteindre les 250 millions, hein. C'est l'objectif qu'on s'est fixé collectivement dans ce dispositif, et en 2026 atteindre les 450 millions de documents partagés chaque année à travers Mon Espace Santé. Donc voilà, ça représente un nombre considérable d'informations à partager. Donc tout n'est pas évidemment encore systématiquement rempli, mais la trajectoire, vous le voyez, s'annonce plutôt positive, on va dire. Alors si on va un petit peu dans le détail, si tu veux bien. Hop.
Voilà, on a ici un détail en fait par catégorie de documents. Donc, on va retrouver en première intention des documents de biologie parce que ben, c'est entre guillemets le plus facile puisque ce sont des machines qui diffusent qui réalisent les analyses, qui produisent les documents et qui les expédient dans mon espace santé. Donc, ça, c'est entre guillemets la partie la plus simple. Mais on a une accélération très très forte aussi des documents de sortie dans le domaine hospitalier. On a les imageries aussi, les comptes rendus d'imagerie médicale qui sont en termes de documentation en train d'accélérer. Donc là, aujourd'hui, par exemple, si vous allez dans le DMP, vous avez de bonnes probabilités de trouver des documents, notamment les documents de sortie hospitalière, les lettres de liaison, les ordonnances de sortie qui fait souvent défaut aux professionnels, à la fois en termes d'information déjà que le patient est sorti de l'hôpital, mais aussi en termes de documents sur bah, qu'est-ce qui s'est passé pour ce patient à l'hôpital dans le détail. Et donc vous allez retrouver de plus en plus fréquemment ces informations dans les DMP de vos patients, dans les dossiers médicaux de vos patients. Si on peut avancer. Et, et maintenant, je propose justement de faire un focus sur l'alimentation faite par les infirmiers libéraux. Et là, c'est Sandrine qui va justement nous parler un peu de chiffres. Voilà, alors on a fait un focus sur les infirmiers. Alors bien sûr, on l'a évoqué tout à l'heure, mais pour les infirmiers, on avait un petit décalage pour le calendrier Ségur, donc pour vous équiper de logiciels facilitant l'alimentation du DMP. Donc là, aujourd'hui, c'est dans les possibilités actuelles, donc avec les infirmières qui peuvent avoir des logiciels DMP compatibles ou qui peuvent utiliser le web DMP. Donc bien sûr, alors on voit que la dynamique aussi, même si on est encore sur des chiffres relativement faible et c'est normal parce que voilà, l'équipement n'était pas complètement au rendez-vous avec l'ergonomie qu'on souhaitait pour rendre cette alimentation facile. Mais en tout cas, on voit que là aussi, on a une dynamique de progression sur ces alimentations par les infirmiers libéraux. Bien sûr que la mise en place et le déploiement des logiciels Ségur dans les prochains mois va faciliter cette alimentation par un certain nombre de documents par les infirmières. On peut passer à la slide suivante. On a fait un focus sur la consultation. Donc là aussi, on voit qu'on a une progression, même si aujourd'hui, en termes d'outils de consultation, et c'est un certain nombre de présentations qu'on a déjà fait, on le verra tout à l'heure dans la boîte à outils, mais on a fait des démonstrations un peu de l'utilisation du WebDMP qui certes n'est pas ce que l'on souhaite. En tout cas, c'est une solution transitoire parce que l'objectif, c'est, on le disait là aussi avec le Ségur, c'est de faciliter la consultation intégrée au logiciel, mais dans l'attente, le WebDMP peut être une solution. Et on voit qu'un certain nombre d'infirmiers aujourd'hui consultent le DMP, même si cet outil n'est pas idéal et n'est pas aussi ergonomique qu'on le souhaite. Donc, on commence à avoir des consultations et c'est vrai qu'en échangeant avec des représentants de votre profession, on sait qu'il y a beaucoup de documents qui peuvent vous intéresser dans le cadre du suivi des patients, par exemple, notamment le volet de synthèse médicale. Et d'ailleurs, la matrice d'habilitation du DMP donne un nombre d'accès élargi aux infirmiers qui sont amenés à avoir besoin d'une vision globale de l'état du patient. Donc là, on vous a fait un focus sur les types de documents, hein, vous voyez, qui font l'objet soit d'une alimentation ou d'une consultation. Et vous voyez notamment ce qui peut être intéressant hein, sur les documents essentiellement consultés par les infirmiers. On avait forcément l'historique de vaccination et puis la partie données de remboursement pour tous les traitements qui sont en cours pour les patients que vous suivez, et ainsi que les comptes rendus d'examen de biologie. Donc voilà, il est nul doute que ces chiffres vont forcément progresser avec une amélioration de l'équipement mis à votre disposition. Merci pour cette introduction en la matière et justement, on va plutôt s'intéresser sur les usages et dans un premier temps, revenir un peu sur un calendrier qui est un peu attendu et pour cela, je laisse la parole justement à Xavier qui va nous parler un peu du Ségur et ce qui vous concerne plus concrètement, qui va être associé à la vague 2. Alors, oui, donc on a ouvert en fait à 7 nouvelles professions, donc le programme Ségur, hein, puisque c'était alors d'abord une première
comment dire, une première vague avec des métiers entre guillemets socles ou enfin, jugés prioritaires, en tout cas mis en premier autour des pharmaciens, des médecins, des hôpitaux, des biologistes et des radiologues. Et puis donc on a ouvert ensuite dans un deuxième temps donc à ces nouvelles professions. Donc l'ambition de cette transformation de vos logiciels métiers, donc ce sont les logiciels principalement orientés autour du dossier patient, c'est de pouvoir donc s'interfacer avec mon espace santé, donc avec la partie de DMP de mon espace santé, de l'espace documentaire, d'intégrer en natif dans le logiciel la liaison avec la messagerie sécurité de santé de façon à ce que les documents que vous échangez, vous puissiez le faire directement soit depuis votre logiciel ou à destination de votre logiciel directement et qu'en un clic, par exemple, vous puissiez intégrer un document qu'aurait envoyé un pharmacien ou un médecin au dossier de votre patient. La qualification d'identité nationale de santé, donc ça c'est un point extrêmement important qui va être de qualifier les identités numériques des patients, puisque ça va permettre de s'assurer, de garantir le bon appairage, le bon appariement, pardon, de votre dossier médical avec le dossier dans mon espace santé parmi les 66 millions de dossiers ouverts. Donc c'est de s'assurer que vous envoyez bien le bon document à la bonne personne depuis votre logiciel. Donc ça, c'est la partie identito-vigilance. On a aussi la nécessité de mieux connaître les personnes qui se connectent au dispositif et donc l'intégration de ProSanté Connect dans vos logiciels. L'ordonnance numérique fera partie également de ce dispositif. Alors l'ordonnance numérique, pour les infirmiers, elle va se séparer en deux grands ensembles. Les infirmiers qui sont IPA, donc en pratique avancée, auront un module dédié, associé à un logiciel d'aide à la prescription, puisqu'ils ont un champ d'application plus élargi. Et les infirmiers qui ne sont pas en pratique avancée, on va dire classiques, si je peux le dire comme ça, auront un module d'ordonnance numérique, mais qui n'aura pas la nécessité d'être associé à l'aide à la prescription, puisque le champ de prescription étant moins centré sur la partie du médicament et donc ayant moins nécessité de ce genre de dispositif. Donc les travaux ont été lancés avec vos représentants professionnels, qu'ils soient syndicaux ou ordinaux, et avec les éditeurs, donc un certain nombre de cycles. Depuis le mois de janvier, on s'est lancé dans ces travaux. On est en train de définir un certain nombre de dispositifs comment dire, d'implémentation de l'ensemble de ces fonctionnalités. Et puis on est dans la phase de discussion de l'agenda et des modalités de financement de ce dispositif. Donc c'est un financement qui sera pour votre compte, c'est-à-dire que l'État va payer la mise à jour Ségur sous réserve que vous ayez passé un bon de commande auprès de votre éditeur préféré pour pouvoir lui autoriser la mise à jour de votre logiciel. Donc ça, une fois cette formalité accomplie, l'éditeur aura comment dire, ce qu'on appelle une prestation Ségur à réaliser et qui sera financée par l'État directement auprès de l'éditeur pour le compte du professionnel de santé. Donc en termes d'agenda, on pense sortir les documents, la publication officielle des documents plutôt à la fin du premier trimestre 2024 à peu près. Et ensuite, laisser un peu de temps aux éditeurs donc, pour réaliser l'ensemble des travaux nécessaires pour que on ait en fin d'année 2024, probablement plutôt 2025, les premières mises à jour Ségur qui soient déployées sur le territoire. Pour les éditeurs les plus avancés, on peut espérer que d'ici à peu près une petite année, on aura une petite année, pardon, un an et demi à peu près à partir d'ici. euh, les premières installations des logiciels Ségur pour les éditeurs les plus en avance. Donc ça devrait arriver à peu près dans le courant on va dire, premier semestre 2025. On aura les premières mises à jour Ségur. Voilà. Les travaux qui sont demandés aux éditeurs sont quand même conséquents. Donc une partie d'entre eux ont déjà initié un certain nombre de choses, mais ça va demander un petit peu de délai d'intégration dans les logiciels. Et donc ce sont bien vos logiciels professionnels que vous utilisez au quotidien sur les dossiers patients qui vont évoluer avec ces nouvelles fonctionnalités. Si on peut Merci. avancer. Oui, voilà, Oui, non, merci. c'est bon, c'est ce que j'allais te Ok. dire. Merci, merci. Alors justement, on a ce calendrier actuellement. Enfin, vous faites avec les solutions qui sont mises à votre disposition. Donc, on a l'a évoqué très rapidement. Il y en aura une démonstration juste après, qui est justement le web DMP.
le WebPC DMP, où vous pouvez justement consulter et alimenter de cette manière-là. L'idée, c'est justement avec le Ségur, comme l'évoquait Xavier, c'est que ça soit intégré dans vos logiciels pour justement minimiser justement le temps de changement d'outils ou d'optimiser l'ergonomie. Donc ça fait partie des évolutions côté Ségur. Et puis, il y a l'autre partie qu'on a évoquée qui est le fait d'avoir une messagerie sécurisée. Donc là, actuellement, il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont référencés. Donc, si vous souhaitez vous équiper d'une solution référencée, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ANS. Vous pouvez, pour justement démarrer les usages, notamment envoyer de manière sécurisée des informations aux patients que vous suivez. Donc ça, c'est aujourd'hui. Et demain, comme l'évoquait Xavier, bah, tout cela se fera de manière intégrée, la plus ergonomique possible. Je vois que Xavier est déjà en train de répondre à une question. Oui, parmi les exigences, on a bien pris en compte le fait que la mobilité a été un sujet dans le cadre de vos métiers et ça fera partie justement des documents qui seront mis à disposition, donc ce qu'on appelle souvent les DSR. Vous pourrez les consulter à partir des débuts d'année. Donc voilà un peu ce qui arrive pour demain. Et concrètement, comment ça va se passer? Donc, autour des usages des services SOC, aussi, on a déjà évoqué. Donc, dans un premier temps, bah, vous allez pouvoir justement, au travers du WebPC DMP, ajouter des documents, mais aussi les vaccinations. Donc, ça fait partie des éléments, des usages que vous allez pouvoir faire, mais aussi consulter le dossier du patient, donc avoir accès à toute cette documentation. Mais pour cela, ça impose aussi au préalable un certain nombre de démarches qui est d'être référencé dans l'annuaire RPPS pour pouvoir ensuite commander une carte CPS ou ICPS pour justement y avoir accès. Et donc là, vous avez un petit aperçu des démarches et plus tard, on vous donnera le lien vers toutes les informations utiles si vous souhaitez exécuter ces démarches. Puis vient la messagerie sécurisée. Donc là, comme je l'ai évoqué, c'était la possibilité d'échanger avec un patient. Donc ça peut être aussi envoyer des consignes ou transmettre des documents. Alors certes avec un patient, mais aussi vous, si vous êtes dans l'annuaire, vous allez aussi avoir la possibilité, justement, qu'on vous envoie des documents qui sont pertinents dans le cadre de la prise en charge des patients que vous suivez. Et pour cela, il faut s'équiper d'une messagerie sécurisée MS Santé. Donc voilà un peu les prérequis. Et pareil, sur la partie opérateur messagerie sécurisée, si vous cherchez un opérateur aujourd'hui, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ANS, mais pareil, tous les liens vous seront mis un peu plus tard dans le support. Et pour vous montrer actuellement comment vous pouvez justement alimenter, consulter, alors déjà c'est plutôt la consultation du DMP, je vous invite justement à regarder une petite démonstration voilà, parfait, qu'on va vous passer, qui va vous montrer comment ça se Cet passe. accès est totalement possible pour les professionnels de santé pour qui la migration vers le Ségur depuis leur logiciel métier n'est pas encore faite. Vous avez cette possibilité-là de pouvoir alimenter ou consulter le dossier de votre patient. Pour pouvoir s'identifier, j'ai deux moyens d'authentification, donc soit par une lecture de carte CPS ou depuis ProSanté Connect. Donc actuellement, je suis en possession d'une carte CPS de test de pharmacie. Je clique sur CPS. Et là, vous avez trois possibilités afin de pouvoir identifier votre patient, soit par une lecture de carte vitale, soit par la saisie d'un INS ou éventuellement par critère d'identité en faisant une recherche par le nom et le prénom et l'année de naissance. Pour mon cas, j'ai un IR, donc un INS fictif, qui va me permettre de pouvoir continuer cette démonstration. Donc, sur cette partie-là, on voit bien le nom et le prénom et la date de naissance du patient avec l'information de DMP activée. Supposons que mon patient n'aurait pas eu de profil Mon Espace Santé de créer ou d'activer, j'aurais eu ici comme élément que le DMP aurait été inexistant ou fermé. Pour pouvoir accéder au DMP, je clique juste ici, accéder au DMP. Et là, comme vous pouvez le constater, je suis directement sur le DMP avec, sur la page d'accueil, on retrouve l'ensemble des raccourcis vers toutes les fonctionnalités du DMP. Pour mon cas, j'ai besoin d'ajouter un document, j'ai juste à cliquer ici.
Pour joindre un document, vous avez deux possibilités de le faire, soit joindre un fichier ou rédiger un document. Donc là, sur la rédaction de documents, vous avez juste ici, sur ce texte libre-là, de pouvoir saisir votre compte rendu. Pour mon cas, je vais parcourir mon dossier afin de récupérer ma pièce jointe que je souhaite ajouter au dossier médical de mon patient. Voilà, je sélectionne le dossier. Type du document. Donc, vous voyez, il y a une petite étoile rouge. Donc, là où il y a cette étoile-là, c'est vraiment des informations nécessaires que vous devez remplir. Donc là, j'ai une liste déroulante avec 4 thématiques, plusieurs thématiques plutôt. Hein. Pour mon cas, je vais choisir synthèse. Là, je peux saisir un compte-rendu médical en tant que titre pour pouvoir pour que mon patient puisse le retrouver assez rapidement. Commentaires liés au document, vous pouvez ajouter des éléments, c'est optionnel. Hein, voilà. Au sujet de l'auteur du document, donc là, en fait, ça va récupérer les informations de la CPS. Donc là, comme étant donné que je suis avec une CPS de test de pharmacie, donc j'ai l'information de la pharmacie. Et sur la confidentialité du document, du coup, nous avons ici quatre choix qui vont me permettre justement, tout dépend du patient qui est face à moi, de comment ce document, je souhaite le mettre en visible ou invisible ou éventuellement masqué. Alors, pour le cas contraire, j'ai document visible pour toute personne autorisée à accéder aux documents du dossier de votre patient. Donc, moi, je vais garder cette partie-là pour ajouter mon document. Mais éventuellement, vous avez la possibilité de rendre le document non visible par le patient en cas de diagnostic avec un confrère. Par exemple, voilà, vous souhaitez échanger avec un confrère avant de pouvoir annoncer la pathologie à votre patient. Vous pouvez lui masquer le document à votre patient, le rendre non visible et à ce moment-là, attendre le retour de votre confrère pour pouvoir par la suite, si vous voulez, le rendre visible ou faire l'annonce directement à votre patient. Vous avez également la possibilité de rendre le document masqué à l'ensemble des professionnels, sauf bien évidemment pour l'auteur du document ainsi que les professionnels administrateurs, si bien évidemment le patient a choisi d'en désigner un ou plusieurs depuis son profil Mon Espace Santé. Et éventuellement, ici, on a la possibilité de rendre le document invisible aux représentants légaux pour voilà, les patients mineurs qui ne souhaitent pas que ce document soit visible aux représentants légaux, simplement pour préserver le secret de ces informations. Donc là, j'ajoute mon document. Et là, j'ai une demande de confirmation du document en parallèle. Vous aurez un aperçu de la pièce jointe qui s'ouvrira automatiquement pour s'assurer qu'on a ajouté le bon document. Donc là, je fais confirmer l'ajout de ce document. Et là, j'aurai la confirmation finale avec un récapitulatif de l'auteur du document qu'il a alimenté, le type de document ajouté, ainsi que le titre et la date de quand est-ce qu'il a été ajouté. Donc là, vous avez la possibilité d'ajouter un autre document pour ce patient si vous le souhaitez, ou lister l'ensemble des documents qui ont été ajoutés, ou vous faites un retour au récapitulatif. Donc là, je souhaite lister les documents ajoutés. Voilà, je retrouve ma synthèse et je vais profiter de cette occasion-là pour pouvoir consulter le document en question. Pour pouvoir consulter mon document, j'ai juste à cliquer ici sur synthèse et j'aurai justement la possibilité de pouvoir modifier mon document si je le souhaite, de pouvoir le télécharger si besoin ou éventuellement, si je souhaite le supprimer, il est totalement possible en cliquant sur supprimer. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a été utile. N'hésitez pas, pour toute question relative au dossier médical partagé, de vous rapprocher auprès du délégué numérique en santé de votre région pour qu'il puisse vous accompagner et vous apporter Donc, tous les voilà. Voilà la démonstration. Et justement, puisqu'on évoquait les sujets de mobilité, de prise en compte de vos spécificités, bah, en fait, Mon Espace Santé va renforcer la coordination des soins. Et dans cette optique-là, je propose justement, Xavier, que tu puisses rebondir sur cette diapo et peut-être aussi éclairer, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la participation des éditeurs dans la construction justement des documents à venir.
Alors, sur alors, je vais commencer par les éditeurs. Oui, alors les éditeurs sont très présents. Les représentants de la Fédération des éditeurs est également très présente pour la partie des paramédicaux. Et donc, on discute avec eux énormément d'un certain nombre de fonctionnalités, de la façon dont on va implémenter tout ça. Donc, côté métier, on va travailler davantage sur les documents que les professionnels souhaitent émettre et recevoir. Et puis, côté éditeur, on va travailler sur la question d'organisation un petit peu de toutes ces fonctionnalités, de description des attendus d'un point de vue technique et ergonomique, de façon à ce que l'éditeur ait une vision la plus claire possible et puisse échanger aussi sur ce qui est réaliste ou l'effort à fournir aussi parfois pour certaines fonctionnalités. Donc ici, en fait, on va avoir, en termes de coordination des soins, le parcours d'un patient qui va pouvoir avoir un certain nombre de professionnels tout au long de son parcours et qui va permettre en fait l'échange et l'enjeu en fait de tous ces travaux, c'est vraiment de faciliter l'échange fluide et sécurisé des données de santé autour du patient de façon à ce que le patient puisse circuler entre guillemets librement, enfin en toute quiétude dans son parcours de soins et permettre à l'ensemble des professionnels de santé de pouvoir interroger son dispositif central, son espace santé, son profil, de façon simple et la plus intégrée possible dans son logiciel. Donc là aujourd'hui, on va avoir donc ces éléments. Ça doit évidemment être dans un contexte comment dire, au domicile, dans un cabinet médical ou à l'hôpital, en fonction des besoins. Et les différents professionnels vont avoir besoin d'accéder à un certain nombre d'informations, que ce soit des comptes rendus de biologie, des radios, des ordonnances, un certain nombre de choses de cette nature. Évidemment, à chaque fois, ça va imposer des contraintes de sécurité, d'identification et d'identito-vigilance, permettant aux professionnels et aux patients de garantir que les informations sont bien réservées expressément aux professionnels que le patient a choisi pour l'accompagner dans son épisode de soins. Ça, c'est extrêmement important. Donc, sachez par exemple qu'à chaque fois que quelqu'un va se connecter au profil documentaire de mon espace santé, le patient est informé de la même façon que vous êtes informé, par exemple, si vous allez sur le site des impôts ou quand vous utilisez l'identité numérique de la Poste, par exemple, vous recevez une notification. Eh bien, vous avez les mêmes types de notifications pour les patients qui savent exactement quel document a été vu par quel professionnel, pardon. Et donc, ça permet de s'assurer que les personnes qui vont consulter ces documents ont bien l'autorisation d'en connaître et doivent, le cas échéant, s'expliquer sur la consultation de leurs documents. Donc à chaque étape, on a cette qualification de l'INS, on a ces échanges d'informations autour de mon espace santé en consultation et en alimentation, et on va avoir aussi des possibilités d'échange direct d'un professionnel à l'autre via la messagerie sécurité de santé. Voilà, et puis le petit cas d'usage, par exemple, pour illustrer aussi, le patient pourra recevoir son ordonnance directement dans son profil Mon Espace Santé et la faire suivre directement à la pharmacie de son choix pour faire préparer pardon, son ordonnance à l'officine et s'assurer que son traitement est bien disponible dans la pharmacie qu'il a choisie et recevoir sa notification et ensuite aller chercher l'ordonnance, le contenu de son ordonnance, la faire délivrer au comptoir. Ça n'a pas pour but de faire de la facilité logistique, hein. Enfin, ça, c'est de la fluidité logistique, mais c'est surtout passer du temps au comptoir avec le pharmacien pour expliciter le contenu de l'ordonnance et les traitements à prendre et les éventuelles contre-indications ou précautions d'usage. Euh, et voilà, on n'est pas en train d'inventer le drive dans les pharmacies, mais plutôt de passer du temps de qualité entre le professionnel au comptoir et le patient pour pouvoir justement expliciter les traitements et fluidifier en fait le temps d'attente à la pharmacie, par exemple. Voilà. Et donc, l'infirmier pourra évidemment prendre connaissance des documents et des dispensations médicamenteuses, par exemple, ou de certains comptes rendus de kiné ou médicaux pour pouvoir assurer sa prestation de soins. Merci Xavier. On passe à la diapo suivante où justement on va évoquer cette gestion un peu fine des accès aux données. Et là, je repasse la parole justement à Sandrine où on va réexpliquer un peu masqué, invisible, ces termes qu'on évoque depuis tout à l'heure.
Oui, donc comme on le disait, donc la base de tout, c'est effectivement déjà des habilitations en fonction des catégories de professionnels de santé et à l'intérieur de ces catégories, les documents qui peuvent être visibles par les professionnels de santé. Et au-delà, et donc ça correspond à ce qu'on appelle techniquement la matrice d'habilitation du DMP, mais au-delà de cet accès défini par les textes, l'usager, on a souhaité effectivement qu'il ait la main sur le masquage d'un certain nombre de documents ou voire le blocage de professionnels de santé. Donc, en fait, c'est dans la rubrique paramètres. On a voulu un usage assez simple. Hein. Donc, si pour certains d'entre vous, vous allez activer mon espace santé, vous verrez qu'on a un bloc qui s'appelle paramètres et c'est là que l'usager va pouvoir indiquer si, donc par défaut, on a une visibilité des documents, donc en respect de la matrice d'habilitation du DMP, et si le patient veut effectivement masquer les documents, dans ces cas-là, il a la main en mettant dans ses paramètres les éléments de masquage, les documents qu'il ne souhaite pas rendre visibles aux professionnels. Alors bien sûr, un professionnel qui alimente, lui, aura toujours accès aux documents qu'il a lui-même alimentés. Et c'est après la visibilité pour le reste de l'équipe de soins. L'usager peut également bloquer des professionnels de santé. Donc, je ne sais pas, hein, par exemple, un patient veut que son médecin ait accès à un certain nombre de données, mais que le psychiatre qui le suit, par exemple, n'ait pas accès ou telle donnée. Il a la main, on lui donne à disposition dans les paramètres l'annuaire des professionnels de santé et il a possibilité de bloquer un des professionnels qui le suit pour ne pas qu'il ait accès aux informations. Et Xavier en parlait tout à l'heure, mais l'intérêt aussi, c'est que le patient a accès à tous les mouvements qui se passent dans son dossier médical. Donc, les alimentations qui sont faites par un professionnel ou un établissement de santé et les consultations qui sont faites sont tracées et font l'objet d'une notification. C'est ce qui permet, par exemple, à un patient de vérifier qu'un professionnel de santé, par exemple, qui ne le suivrait pas, et qui aurait consulté le DMP, il peut effectivement soit interroger ce professionnel de santé en disant « je ne comprends pas pourquoi vous avez accès à mon dossier médical ». Il a la possibilité aussi, on a mis en place une procédure dans le cadre du support Mon Espace Santé au 3422 et avec un formulaire de contact, de nous le signaler afin que l'on puisse prendre en compte cette demande et que l'on vérifie avec lui effectivement et en lien avec le délégué numérique en santé de l'assurance maladie, si l'accès n'a pas été erroné, voire malveillant. Il y a très peu de cas, mais on sait qu'il y a déjà eu des condamnations de professionnels de santé pour abus de consultation du dossier médical d'un patient. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est, enfin, tout ceci, on communique pourquoi, c'est que on a beaucoup de questions hein, dans l'accompagnement que l'on fait à l'activation de Mon Espace Santé. Et ce sont ces paramètres qui donnent confiance quelque part aux usagers, puisque bah, forcément, ce stockage de données de santé pose question, interroge. Et le fait d'avoir ce contrôle aussi fin des accès par le patient est intéressant. Bien sûr, on a aussi, j'en ai pas parlé, mais l'accès en urgence qui par défaut est paramétré à oui, c'est-à-dire qu'on considère qu'un patient a priori souhaite que si il est hospitalisé en urgence, l'équipe de l'urgence ou le SAMU puisse accéder à ces données. Mais là encore, on donne la main totale, c'est-à-dire que par défaut, c'est à oui. Si le patient ne souhaite pas qu'on ait accès à ces documents, même dans ces situations extrêmes, il a la possibilité de bloquer l'accès. Donc, on a vraiment un contrôle total du patient. Et puis quelques rappels parce que c'est des questions qu'on nous pose beaucoup aussi aujourd'hui hein, sur le consentement à l'alimentation. Alors aujourd'hui, le consentement à l'alimentation, il est présumé puisque on a une information à donner au patient, mais il n'y a pas d'accord du patient. Par contre, le patient peut s'opposer pour motif légitime à l'alimentation d'un document dans le DMP, donc au sein de Mon Espace Santé.
et donc cette information doit avoir lieu une fois. Et si l'appréciation de cette notion de motif légitime pour lequel il y aurait un refus ponctuel d'un patient à l'alimentation est à l'appréciation du professionnel de santé. Et puis pour la consultation des données de mon espace santé, donc comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir accéder et alimenter les données après consulter, il n'y a pas besoin d'activation. En revanche, donc sur le consentement à la consultation des données, donc si vous êtes membre d'une équipe de soins qui suit le patient, dans ces cas-là, le consentement est dit présumé. Donc par exemple, au sein d'une maison de santé, on considère que toutes les personnes, tous les professionnels de santé qui exercent au sein de la maison de santé font partie de la même équipe de soins. Et donc, dans ces cas-là, c'est un consentement présumé, mais il faut quand même informer le patient. Et donc, dans les logiciels Ségur, on a demandé aux éditeurs d'ajouter ces éléments pour recueillir, indiquer qu'on a bien donné l'information. Et si on est sur un nouvel épisode de soins et c'est un patient que vous n'avez jamais vu, dans ces cas-là, il faut recueillir expressément le consentement à la consultation du dossier médical. Et là aussi, on a en général une petite coche qui est mentionnée dans les logiciels métiers des professionnels de santé pour recueillir et tracer ce consentement donné par le patient. Merci Sandrine pour tous ces éléments et je vous propose justement de voir concrètement comment ça se passe pour un usager dans le cadre de sa prise en charge. Et là, on a le parcours justement chez un médecin. Alors attendez, hop. La vidéo ne veut pas se lancer. Alors attendez. Vous voyez mon écran? Non, là on voit plus l'écran. C'est bon. Là, on n'a pas de son, mais c'est pas grave. Normalement, c'est une petite musique, donc. Tu disais qu'il n'y avait pas de son, normalement c'est mieux. C'est pas grave, c'est une musique, donc c'est pas gênant. Donc voilà, ce petit parcours qui reprend un peu tous les sujets qu'on a évoqués juste avant. Et maintenant, je vous propose de faire justement le focus sur une évolution récente qui est l'ordonnance numérique. Et pour cela, on a Sandrine qui va justement nous expliquer comment ça se passe pour générer cette ordonnance numérique. Voilà, donc je vais vous expliquer le processus qui est aujourd'hui en cours de déploiement, donc côté médecin en tant que prescripteur et pharmacien en tant que professionnel prescrit, mais on l'a évoqué un peu tout à l'heure, l'ordonnance numérique a vocation à se déployer chez l'ensemble des prescripteurs, y compris toute catégorie de professionnels de santé qui est habilité à prescrire, et notamment dans certains cas les infirmiers et les infirmiers de pratique avancée également, et chez l'ensemble des professionnels prescrits, donc infirmiers en tant que prescrits, mais masseurs kinés, orthophonistes, orthoptistes, enfin l'ensemble des professionnels. En fait, l'ordonnance numérique va concerner
tous les produits, actes et prestations prescrits et délivrés en ville, donc y compris les prescriptions hospitalières exécutées en ville, avec un calendrier ambitieux, puisque normalement la généralisation doit avoir lieu avant d'ici fin 2024, prévoit les textes, et on a commencé effectivement par le déploiement sur le champ des produits de santé avec les médecins et les pharmaciens, mais on va poursuivre le déploiement avec notamment, on a des cahiers des charges, vous le verrez en annexe, on a mis un planning, on a un cahier des charges qui a été déjà publié cet été pour les dentistes et les sages-femmes, et des travaux en cours de finalisation sur le cahier des charges pour les infirmiers et les masseurs kinésithérapeutes, et on travaille bien évidemment sur la rédaction de ces cahiers des charges avec vos représentants au niveau national. Donc, sur le processus qui se redéclinera, là, je vous explique pour le champ des produits de santé, mais ça sera la même chose sur les autres prestations. On a en gros un prescripteur donc, qui va réaliser sa prescription donc, pour les médecins sur le champ produits de santé à partir du logiciel d'aide à la prescription. Comme le disait Xavier tout à l'heure, on aura un appui d'un logiciel d'aide à la prescription pour les prescriptions a priori des infirmières de pratique avancée, mais qui ne sera pas nécessaire pour le champ des prescriptions faites par les infirmiers, où on est sur un champ de prescription moins large que pour un médecin, par exemple. Donc, pas besoin de s'appuyer sur ce logiciel. Donc, on a une élaboration donc, vers l'intégration du module ordonnance numérique qui fait partie du pack Ségur, notamment là, dans la médecine de ville, déployé par les éditeurs. Donc, l'élaboration d'une ordonnance numérique avec la génération d'un QR code qui va identifier de façon unique l'ordonnance, qui va pouvoir être présentée aux professionnels prescrits. Et en même temps que l'ordonnance est numérique, structurée, est élaborée, on a un envoi du PDF de cette ordonnance qui est fait automatiquement via le DMP et qui va être visible par le patient. En sortie de consultation, donc le prescripteur va imprimer l'ordonnance avec la génération de ce QR code unique. Et donc, de la même façon qu'aujourd'hui, le patient va pouvoir aller exécuter son ordonnance, aujourd'hui chez le pharmacien, avec ce QR code qui est scanné et qui va du coup permettre un appel à la base qu'on appelle la base e-prescription, où le professionnel prescrit, donc dans le futur, les infirmiers, vont pouvoir retrouver toutes les données de la prescription, donc ce qui permet une fiabilisation du circuit, qui évite notamment, vous avez pu en connaître, des fausses ordonnances ou des falsifications d'ordonnances. Là, en fait, on a accès aux données de base établies par le prescripteur. Donc, on a une complétude de cette base e-prescription par le prescrit qui va indiquer toutes ces données de délivrance dans cette base. Et intérêt aussi pour le prescripteur, c'est s'il n'y a pas d'opposition du patient, donc c'est une éventuelle opposition que recueille au moment de la prescription, le prescripteur pourra avoir accès aux données de délivrance, qui peut être intéressant aussi en termes de suivi des patients. Et l'assurance maladie n'a accès aux données de la e-prescription qu'une fois que l'ordonnance est exécutée, comme aujourd'hui, on n'a accès qu'aux données d'une prescription une fois qu'elle est délivrée. L'intérêt aussi, c'est que côté prescrit, vous pouvez ensuite déconnecter la fonctionnalité score, puisque comme on a accès à la base, il n'y a plus besoin d'envoyer les pièces scannées à l'assurance maladie. On peut passer à la slide suivante. Donc, ce qui ne change pas rapidement, mais c'est la liberté de prescription du médecin, mais des autres professionnels qui ont la capacité à prescrire, et donc qui vont avoir le déploiement de l'ordonnance numérique prochainement, le déroulé de la consultation qui se passe comme auparavant, et aujourd'hui, une remise, en tout cas pour le moment, d'un volet papier. La nouveauté, c'est ce QR code qui permet d'identifier de façon unique la prescription. Je vous le disais, les données d'accès, donc sauf opposition du patient aux données de délivrance, qui est un élément fort d'intérêt pour les prescripteurs. L'alimentation systématique du DMP, et comme ça le patient peut retrouver à tout moment l'ordonnance, mais aussi les autres professionnels de santé, avec les accès impossibles via la matrice d'habilitation, mais donc une ordonnance qui ne risque pas d'être perdue. Et puis une récupération des données côté prescrit, de l'ensemble des données, et une fiabilisation, puisqu'on récupère les données initiales saisies par le prescripteur,
et la traçabilité aussi de toute l'information. Alors, on a parlé aujourd'hui d'intervention pharmaceutique parce qu'on est sur le déploiement chez les pharmaciens, mais ça sera la même chose, notamment avec les pharmaciens, avec les infirmiers, pardon, qui pourront compléter leurs données d'exécution et enrichir cette base de ces données d'exécution. On va passer à la slide suivante. Voilà. Et donc, rapidement, parce que je ne veux pas être trop long et je vois qu'on arrive à la fin de notre webinaire, mais on a, et ça c'est valable pour l'ensemble du processus prescripteur-prescrit, on a vraiment une fiabilisation du circuit, une simplification aussi des échanges entre prescripteurs et professionnels prescrits. Et côté, notamment pour les infirmières de pratique avancée, le fait de s'appuyer sur un logiciel d'aide à la prescription va faciliter la structuration de l'ordonnance. Et puis, une simplification, je le disais, aussi côté prescrit, puisque ça simplifie les modalités d'envoi des données à l'assurance maladie. Donc, on vous a mis rapidement ce que donne un facsimilé d'une ordonnance numérique, là, pour des actes infirmiers. L'information, enfin, le changement majeur, c'est la présence de ce QR code. Et à côté, vous avez les données informatiques et liberté qui permettent de donner de la visibilité aux patients selon le fait qu'il ait accepté ou non l'accès aux données de délivrance aux prescripteurs. Donc ça, ce sont des données obligatoires qui doivent figurer sur l'ordonnance. La taille de QR code aussi, je le dis pour ceux qui en ont déjà vu, on l'a rendu standard, enfin avec ça peut paraître assez gros sur une ordonnance, mais ça doit pouvoir être lisible par un scan ensuite, là notamment côté pharmacien, profession dans lequel on déploie actuellement l'ordonnance numérique. Merci Sandrine. Du coup, on va essayer de ne pas trop déborder, de faire très rapidement cette session 4 sur l'accompagnement. Et là, c'est plutôt très rapidement un retour déjà sur des premières actions qui sont sur la campagne de communication qui a été faite auprès des usagers. Et là, Sandrine, si tu peux nous faire en même pas une minute Oui. un petit topo. Merci. Ouais, ouais. J'en ai parlé rapidement, mais vous l'avez peut-être vu, il y a eu des spots télé. Donc, il y en avait eu en 2022, mais là, début septembre, on a fait une forte campagne de communication dans les médias, télé et radio. Donc là, ça s'est terminé. Maintenant, on est plutôt sur un relais de communication auprès de la presse, des professionnels de santé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a eu, comme je disais tout à l'heure, une forte augmentation des appels à notre support, des activations de mon espace santé. Donc, on refera certainement des campagnes comme celle-ci, mais qui aujourd'hui maintenant sont relayées par des affiches. Je crois qu'on en parle juste après, mais des affiches que l'on propose donc dans les cabinets médicaux, dans les cabinets de radiologie, de biologie, les pharmacies d'officine, les établissements de santé. En fait, on a pris les couloirs de Ségur, donc c'est pour ça qu'on n'a pas destiné des affiches pour l'instant aux cabinets infirmiers. En fait, on se dit qu'en relais, c'est bien d'avoir cette communication dans les lieux de soins parce que c'est là finalement que les patients voient le plus l'intérêt d'activer mon espace santé. Donc voilà, la campagne de Cône, c'était plutôt grand public, c'était plutôt pour remettre en visibilité cette marque Mon Espace Santé. Et maintenant, on a des actions beaucoup plus terrain, opérationnelles, notamment dans les lieux de soins. Du coup, j'en profite, je laisse cette fois-ci la main à Xavier pour nous expliquer l'objectif du réseau des ambassadeurs, notamment pour accompagner les établissements, mais aussi les usagers. Oui, effectivement, donc ça a été évoqué dans le chat. Donc pour les personnes qui sont en difficulté, hein, ce qu'on appelle l'inclusion numérique, toutes les personnes qui sont en difficulté avec le numérique, quel que soit le motif, peuvent s'appuyer sur les maisons France Service et le réseau des ambassadeurs autour de Mon Espace Santé, qui permet justement d'accompagner un certain nombre de personnes dans ces nouveaux usages pour les aider à prendre en main et à prendre en charge leurs outils, les outils numériques qui permettent d'utiliser et d'exploiter ces données de santé. Donc c'est tout un réseau de plus de 2000 ambassadeurs qui sont déployés sur le terrain et que vous pouvez solliciter à travers le réseau France Service par exemple pour pouvoir les mobiliser pour des événements, pour tout un tas de points de contact pour accompagner aussi bien des patients que des professionnels éventuellement aussi qui se retrouveraient en difficulté par ailleurs.
Un point important aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que même des personnes qui ne pourraient pas se connecter à Mon Espace Santé, c'est ce qu'a dit Sandrine en introduction de sa partie sur le Mon Espace Santé, ça n'interdit pas aux professionnels de pouvoir accéder et échanger des informations et, à travers le profil Espace Santé de la personne concernée qui serait trop âgée ou en situation de handicap qui l'empêcherait de pouvoir prendre en main ces outils. Les professionnels peuvent tout de même appliquer en fait par défaut la matrice d'habilitation et échanger de l'information. Et puis, on ouvrira bientôt un dispositif de tiers de confiance qui permettra aussi de pouvoir déléguer, un peu comme un parent a la délégation de ses enfants par défaut par la loi, vous pourrez aussi, enfin, ou des patients pourront déléguer à des tiers de confiance la gestion de leur espace santé et donc de pouvoir accéder à ces informations par l'intermédiaire d'un tiers de confiance. Donc, j'insiste, hein, si vous avez justement, vous cherchez dans votre région quelqu'un, vous avez les coordonnées qui sont ici à jour. N'hésitez pas justement à contacter les coordinateurs pour savoir quelles sont les actions qui sont mises en place dans vos régions. Voilà. Donc Nicolas, c'est ce Euh, que je disais, pardon, sur les patients sous tutelle ou curatelle, en fait, on pourra avoir des tiers de confiance qui accéderont à ces documents de santé pour le compte des personnes. Ça peut être un proche ou effectivement un tuteur désigné légalement. Pardon, vas-y. Non, mais merci Xavier pour ce complément. Pour finir, comme promis, c'était tous les outils qui sont mis à disposition pour vous, mais aussi pour votre patientèle. Donc là, il y a déjà des outils qui sont disponibles, notamment des flyers qui expliquent les grandes lignes, les quelques questions que les patients se posent souvent, donc avec des éléments de réponse. Voilà, vous avez des mémos plutôt orientés sur la sécurité des données parce que c'est un sujet un peu sensible. Donc, on rappelle que c'est hébergé sur un serveur sécurisé français, que les tiers n'ont pas accès. Donc, souvent, on nous fait la réflexion, mais est-ce que ma mutuelle ou ma complémentaire va avoir accès à ces données? Non, bien sûr que non. Donc voilà, donc on répond à toutes ces questions sur ces documents. Donc ça, ce sont des documents qui sont plutôt destinés aux usagers. Et puis, vous avez des outils qui sont plutôt destinés aux professionnels, donc à vous, autour du mode d'emploi sur mon espace santé, mais aussi des fiches pratiques pour comprendre les règles d'accès, donc la fameuse matrice d'habilitation qu'on évoquait juste avant. Vous avez aussi le top 15 des questions qu'on a, et on a eu le plus de questions autour des professionnels autour de mon espace santé. Le sujet de l'INS avec tout ce qui est associé, donc c'est-à-dire l'identitovigilance, donc avec un certain nombre de réponses, notamment dans le cas où vous êtes confronté à une situation où il y aurait une discordance entre la pièce d'identité et les éléments remontés du téléservice. Donc voilà, avec des éléments qui vous permettent de répondre à ces usages-là. Et puis, il y a d'autres supports, d'autres documents qui sont aussi à votre disposition. Et parfois, c'est vrai qu'avec tous ces éléments, vous pouvez être un peu perdu pour vous guider. N'hésitez pas sur le site de l'ANS. Il y a une petite boussole souvent en bas à droite qui vous permet de justement, en fonction de votre profil, donc voilà, vous indiquez que vous êtes infirmier, que vous exercez dans le secteur libéral, vous allez être guidé sur un certain nombre d'étapes à faire. On a parlé autour voilà, de l'annuaire, donc comment je fais pour être inscrit à l'annuaire de la messagerie sécurisée. Donc, vous êtes guidé, donc n'hésitez pas, c'est l'occasion aussi de découvrir notre site. Et pour ceux qui souhaiteraient aussi se former et mieux comprendre peut-être certains termes que vous ne maîtrisez pas encore totalement, l'ANS a mis à disposition une plateforme de e-learning qui reprend vraiment l'essentiel. Donc, ce sont des cours assez courts, très courts, justement de 5 minutes, avec des petits quiz pour s'assurer de votre bonne compréhension autour du programme Ségur, mais aussi autour de l'INS, de la ICPS, de faire le distinguo entre les différentes balles, donc les boîtes aux lettres de messagerie sécurisée entre applicative, organisationnelle, personnelle. Et prochainement, vous aurez un module dédié à mon espace santé. Je pense qu'on a réussi à tenir le délai de justesse. Je crois qu'on a répondu à la plupart des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions d'autres personnes qui souhaitent poser encore une ou deux questions. N'hésitez pas, soit dans le chat, soit vous levez la main.
puisque je vois que certains sont restés encore avec nous. Et je le précise au cas où si certains sont venus en cours de route, la présentation qui a été faite aujourd'hui sera mise sur le site internet, donc vous aurez accès au replay ainsi que au support, avec bien sûr tous les liens dont on a évoqué. Donc je vois, merci. Parfait. Et je pense qu'avant de vous quitter, on va essayer de vous mettre, ou sinon, n'hésitez pas à regarder. Il y a une newsletter qui est justement dédiée à mon espace santé. Si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe sur le sujet, que ce soit les évolutions, les actions, ou aussi retrouver des témoignages, n'hésitez pas justement à vous inscrire à la newsletter de mon espace santé. On va essayer de vous mettre ça dans le fil de discussion. Et sinon, encore merci, d'être venu à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à Au revoir à tous. Au revoir. tous et toutes. Au À revoir. bientôt. Au revoir.